professeur Messina, qui est chercheur, mais je la laisserai se présenter, ce sera plus facile, et qui va nous présenter un sujet assez passionnant sur l'enseignement des langues. L'objectif pour nous sera de voir comment un tel sujet, en tout cas les nouvelles approches qui sont aujourd'hui mobilisées dans l'enseignement en milieu multilingue, comment ces approches-là peuvent servir à, à des outils que nous développons en interne sur TILAN ou même plus globalement à toute la communauté de chercheurs sur le sujet. Donc, on a commencé avec un léger retard, donc je vais laisser la parole au professeur Ndimnou pour qu'elle nous présente ses travaux. Bonjour, professeur. Merci, Monsieur Boning. C'est un honneur d'avoir été invité par Télan. On a vu naître Télan, on a vu grandir avec les travaux en lexicographie. Et vraiment, c'est encourageant de voir des évolutions sur l'apprentissage et même voir l'enseignement des langues camerounaises. Je vous remercie de m'avoir invité. Et bon, je vais me présenter. Je suis le professeur Julien Dibnou Messina, professeur titulaire. J'enseigne et je suis chercheur à l'Université de Yaoundé 1. Je suis professeur invité. Bon, ça finit ce 30 juin à la chaire de mobilité de recherche francophone de l'Université d'Ottawa. Et je suis également présidente de l'Association des chercheurs en technologie éducative, langue, culture et humanité. Et dont nous participons et nous collaborons généralement avec d'autres chercheurs et d'autres partenaires. Et dans le cadre de nos recherches déjà premières, dès le premier cycle, nous nous étions toujours attardés sur les modalités d'enseignement des langues africaines en milieu multilingue. Cela est dû au fait que nous avons pour langue camerounaise, c'est notre deuxième langue. Et nous avons évolué dans un milieu multilingue où on souhaitait toujours voir des enfants être formés dans les langues. Mais quelle formation correspond effectivement à un enfant qui est né dans un milieu multilingue, est partiellement capable de parler sa langue maternelle, voire de la comprendre, et parfois même inapte de parler et de communiquer. Alors là était un souci premier et majeur pour répondre justement aux problèmes que nous avons eus. Et cette opportunité nous a également été donnée à Télan de pouvoir communiquer sur les approches, mais il ne faut pas oublier que nous devons rappeler ce qui s'est d'abord passé. Et avant qu'on ne parle de nouvelles méthodes, il faut savoir qu'il y a eu déjà des personnes qui ont travaillé. Il faut toujours rendre hommage à ces premières personnes qui ont été sur le terrain. Il s'agit effectivement des professeurs Tadadjeu et du professeur Sadembo Étienne, ainsi que des professeurs Mba et d'un autre nombre de personnes. Mais dans ces années-là, dans les années 70, il y a déjà eu ces personnes-là qui se sont mises à cette école de la promotion de l'enseignement des langues africaines. Et là, il y a eu la première réalisation majeure, c'était l'alphabet général des langues camerounaises produite par Étienne Sadembo et Tadadjeu. Ensuite, nous avons vu le modèle d'aménagement linguistique de Tadadjeu qui reposait d'abord sur le trilinguisme, c'est-à-dire qu'on part de la langue africaine, d'une langue camerounaise première vers une langue officielle et vers une autre langue d'ouverture. Ça, c'était le trilinguisme prôné par Tadadjeu dans les années 70. Il y a eu aussi un trilinguisme officiel prôné par le professeur Chumbo, qui parlait de débuter avec les deux langues officielles et d'introduire une langue africaine. Ça, c'était les travaux majeurs qui se passaient maintenant dans les années 80. Et l'expérimentation la plus marquante pour le Cameroun, c'est le programme opérationnel pour l'enseignement des langues camerounaises de Propelka. Et à partir de 84, ils ont donc expérimenté l'enseignement des langues, mais c'est l'enseignement de toutes les langues dans la langue.
et on ne s'occupait pas du milieu multilingue. Le milieu multilingue était assez réfractaire également, il faut le dire. Mais il y a eu un succès ce succès a provoqué des nouveaux modèles d'aménagement linguistique. On peut citer à titre d'exemple le quadrilinguisme extensif de Jules Assoumou qui critique déjà qui met déjà des limites au trilinguisme extensif qui est marqué juste par le fait que le Camerounais est d'abord compétent dans sa langue maternelle et peut maintenant apprendre, comme l'UNESCO le prévoit, dans sa langue avant d'évoluer vers les langues officielles qui sont les langues généralement héritées de la colonisation. Ensuite, il a critiqué les limites où cette classe était jusqu'au cours élémentaire 1. On ne voyait plus l'enseignement de langue après. Et donc, il y avait une forme de résilience et l'enfant retombait à un niveau 0 quand il entrait en 6e et il avait déjà perdu toutes ses aptitudes de communication et d'écriture dans les langues africaines. Il a donc présumé que l'enfant africain est d'abord quadrilingue. Et donc, il a proposé un quadrilinguisme extensif. Si on part du fait qu'un enfant parle déjà sa langue maternelle, est scolarisé en français, apprend une seconde langue vivante pour les francophones, qui est l'espagnol ou l'allemand, et donc il est déjà trilingue, et il a également une autre langue qu'il apprendra au collège ou à l'université, donc il est au moins quadrilingue. Et donc cet aménagement linguistique vient répondre également à Tabi Manga qui avait proposé des niveaux de stratification des langues. Et donc on avait dans une forme de valorisation des langues, les langues maternelles qui étaient à parler à la maison, les langues véhiculaires qui étaient dans les effets commerciaux, les langues internationales et les langues transfrontalières. Alors là, on constate que ces modèles d'enseignement ont eu pignon sur rue et ont indiqué une didactique qui était focalisée sur une seule langue. Donc, l'enseignant et l'élève devaient partager la même langue pour pouvoir communiquer. Et les échanges se déroulaient donc dans cette langue-là. On va constater que les résultats positifs du POPELCA, les propositions de l'Université de Yaoundé 1 ont permis la création des départements de langue et culture au niveau du secondaire. On va constater que les départements ont la capacité de former environ 28 à 40 enseignants qui sont renvoyés dans leur chef-lieu d'origine pour enseigner toujours en langue, dans cette langue-là. Et le milieu urbain a un sérieux problème, c'est qu'il n'arrive pas justement à enseigner dans une seule langue, toute une classe qui a au moins 35 langues présentes. On peut constater ça dans les études que nous avons. Plusieurs études le montrent également, que les salles de classe ont une nomenclature où les élèves, s'ils sont 50, il y a au moins 20 langues différentes. Alors, quelle est la langue à enseigner? Alors, certains se sont réfugiés vers le fait qu'il faut parler qu'en français, enseigner l'alphabet et enseigner la culture en français. Et donc, on s'est posé des questions sur les compétences réelles des élèves, professeurs ou des enseignants de langue et culture camerounaise qui étaient souvent incapables de parler leur propre langue aux élèves afin de transiter vers une autre langue. On a eu le développement de la discipline de la langue maternelle au primaire. La langue maternelle est maintenant enseignée dès la maternelle avec des petits mots. Au primaire également, c'est une discipline, mais elle est facultative. Et il faut constater que chaque fois que c'est enseigné, c'est aux parents à la maison de donner qui collaborent avec l'enseignant pour compléter certaines connaissances. Plus que c'est le milieu urbain, alors les parents sont partie prenante de cet engagement dans la promotion des langues et cultures. La documentation des langues a été également fournie. On peut constater qu'il y a eu plusieurs expérimentations. Il y a eu des départements comme la linguistique computationnelle, la filière par exemple, qui ont vu le jour. Même si aujourd'hui c'est éteint, on regrette cela parce que c'était un bel alliage entre l'informatique, les langues et la promotion des langues africaines. On a des plateformes LMS qui ont vu le jour. Mais avant ces plateformes LMS qui ont été testées,
et ont permis la formation de certains enseignants dans le projet RESA. Je crois que M. Bonny faisait partie de ce projet-là. Et on a pu former des instituteurs, on a formé des responsables des ENIEJ à l'usage des plateformes pour l'enseignement des langues camerounaises, des langues et des cultures. Ils ont même mis des contenus. Malheureusement, comme les moyens sont souvent limités, les plateformes ferment si on n'a pas de paiement. Mais il y a un essor très nouveau, et je félicite toujours M. Bonny sur la lexicographie, les dictionnaires en ligne. Actuellement, non seulement Thélan est en train de mettre cela en pratique avec des mots, et il y a plusieurs langues qui sont intégrées dans ces dictionnaires consultables en ligne. Nous, on a dans la CTLA un dictionnaire spécifique, c'est une terminologie spécifique, et nous nous consacrons surtout sur les ODD de 8 langues uniquement transnationales. Mais il faut voir, c'est pour indiquer qu'il y a des efforts qui sont réels et des plateformes qui sont réelles, pas des plateformes fantômes où on voit un titre et quand on clique à l'intérieur, on ne retrouve pas grand-chose. Et nous avons les manuels scolaires qui ont renforcé la documentation. Pour l'enseignement, par exemple, en 6e, 5e, 4e, il y a eu justement des manuels scolaires qui ont été produits par le Mineduc. Il y a eu la coopération avec Elan Afrique qui a permis également la production des manuels pour Elan qui sont bilingues. Mais nous reviendrons sur l'effectivité du biplurilinguisme dans les salles de classe. Les pratiques d'enseignement sont restées éclectiques. On peut enseigner à partir du français, on peut utiliser l'APC, on peut utiliser la pédagogie par projet. Donc, ce n'est pas toujours défini quelle est l'approche pédagogique utilisée. Mais les enfants, certains peuvent avoir appris au terme de leur scolarité ou de leur classe certains mots, certains verbes et surtout la morphosyntaxe. Et donc, il y a déjà des évolutions notables. Mais il faudrait qu'on sache que le monde multilingue, ce qui nous concerne aujourd'hui, a une imposition du multilinguisme parce que même là où on signifie que c'est un monolinguisme, c'est toujours au moins un bilinguisme. Français est la langue de cette région-là. Et il y a des allophones qui viennent, se déplacent et qui résident dans ces endroits et qui ont d'autres langues, même si c'est dans des zones périurbaines. Alors, comment enseigner? Comment mettre sur pied un bon modèle ou des bons modèles qui correspondent au milieu multilingue? Il y a déjà le biplurilinguisme où l'enseignant, comme on peut voir avec ma thèse, à partir du 2A, l'enseignant peut commencer en français et demander des avis dans les langues maternelles des élèves ou avoir un informateur, mais l'idéal serait que l'enseignant commence dans sa langue maternelle, transite avec une traduction en français et demande maintenant les compétences des élèves. Et c'est pour cela que l'utilisation de l'APC devient très importante parce que l'enfant apprend par la pratique. Le mot lui est donné dans une langue, il peut traduire ça dans sa langue et produire des phrases dans sa langue. Ce qui restera à faire, c'est qu'il apprenne l'écriture. Donc, l'APC devient une donne sine qua non qui permet l'ancrage de l'enfant dans sa discipline, dans sa langue, dans sa culture. Il faudrait aujourd'hui, il y a des développements. Thélan travaille beaucoup, mais regardez si ce n'est pas une invitation personnelle pour intervenir dans mon cours d'enseignement ou de construction d'outils numériques pédagogiques. On ne sollicite pas des chercheurs comme lui. On ne sollicite pas des personnes qui sont aptes à produire des manuels numériques qu'on peut consulter en ligne. Et donc, il faut une synergie entre l'école, les chercheurs et les écoles de formation pour que nous produisions les meilleurs enseignants, que nous produisions des meilleurs apprenants qui sont ancrés dans leur culture et qui parlent la langue de la culture de la région ainsi que leur propre langue. C'est pour cela qu'on revient sur le renforcement des capacités linguistiques des enseignants. Il est aberrant quand on interroge un formateur, il est incapable de produire immédiatement un proverbe dans sa langue, alors qu'il a été formé dans ce cadre-là. Il devrait avoir des livres de proverbes dans la langue
pas seulement et transnationales, mais également les langues qui sont de moins grande envergure, afin d'assurer ce que le professeur Mba appelle la, la, la transition d'un standard préliminaire à un standard conforme à la norme même de la langue. Donc, il faudrait qu'il y ait une plus grande documentation pour les uns et les autres. Par exemple, il faudrait que ces enseignants puissent eux-mêmes produire leur matériel didactique, leurs ouvrages numériques pédagogiques. Et c'est pour cela que Internet devient incontournable, ou les usages des outils numériques. Il faut non seulement permettre à ceux-là d'utiliser des plateformes de gestion de cours, mais également de pouvoir produire des outils consultables en ligne. Les méthodes inclusives et multimodales deviennent donc de rigueur. Parce que comment faire participer un enfant dans sa propre éducation en langue? Ça signifie que l'enfant peut être appelé, quand on parle de multimodalité, c'est appeler l'enfant, lui dire d'aller filmer un événement traditionnel. Il fait donc, et il aura la lourde charge de poser un documentaire dans sa langue et en français ou en anglais. Donc, l'enfant est également intégré dans son propre cursus d'apprentissage. Donc, la multimodalité devient intéressante. La collaboration avec les FRAMAPAT devient, tout ce qui est PAT, devient également essentiel, où des enfants peuvent co-construire des récits. Les enfants peuvent co-construire avec leurs camarades. Donc, les usages des outils numériques deviennent aussi bien collaboratifs que constructifs dans le sens des apprentissages. La multimodalité devient importante et évite d'isoler les apprenants qui sont moins compétents parce qu'ils seront entourés d'autres apprenants compétents aussi bien en ligne qu'en présence à travers les activités qui font intervenir non seulement les outils numériques, mais également leur créativité. Nous avons dans les méthodes inclusives, si on constate, nous fabriquons des dictionnaires, nous mettons des documents en ligne, mais on ne pense pas aux malvoyants, on ne pense pas aux personnes malentendantes. Alors, l'éducation devrait évoluer pour considérer ces personnes-là, ces nouveaux enjeux de l'éducation qui concernent non seulement la langue internationale, mais concernent également les langues africaines, les langues camerounaises. Et c'est sur ces méthodes inclusives et multimodales que j'aimerais vraiment que nos débats soient maintenant orientés, non pas pour savoir si les langues peuvent être enseignées, quelle est la langue qu'on va choisir, mais le français, il y a plusieurs français, on a choisi un français. L'anglais, il y a plusieurs anglais, il y a une seule norme. Les langues africaines, les langues camerounaises, il y a une norme pour chaque langue, tout comme il y a également des variétés. Donc, toutes les langues peuvent être enseignées, tous les systèmes peuvent être entrés en jeu, toutes les langues véhiculent la scientificité et la technologie. Donc, nos langues doivent interroger les nouvelles facettes pédagogiques actuelles. Je vous remercie, Monsieur Bonny. Merci beaucoup, professeur. C'est très intéressant et vous avez respecté le timing. C'est vrai qu'on aurait voulu que vous alliez un peu plus loin dans la présentation. Alors, je ne sais pas si les autres ont des questions. Moi, j'ai quelques questions. Déjà sur l'historique hein, de cette pratique d'enseignement au Cameroun des langues nationales. Aujourd'hui, vous l'avez très bien dit, on est passé par plusieurs chemins, des méthodologies plutôt simples avec les approches de Tabi Manga, plutôt de ce qu'il a appelé du multilinguisme, du quadrilinguisme. On est aussi passé par la méthode du professeur Sumo avec la méthode orale. On est aussi passé sur des approches plutôt uniques qui valorisaient l'usage d'une seule langue comme moyen d'enseignement. Pour toutes ces approches, professeur, qu'est-ce qui aujourd'hui peut s'appliquer? Aujourd'hui, vous proposez une approche dans un contexte multilingue. Si on regarde toutes ces approches, quel est finalement le point, comment dire, enfin, quels sont les éléments que l'on peut tirer des uns et autres en termes d'approche et
Qu'est-ce qu'on peut proposer concrètement aujourd'hui pour une pratique enseignante efficace en milieu multilingue? Euh, j'ai beaucoup apprécié ces approches et moi, à partir quand le professeur Assoumou construisait la méthode orale, il m'avait recommandé de construire l'approche biplurilingue pour le milieu urbain. Et donc, moi, je me suis focalisée sur le milieu multilingue et moi, je proposerai toujours en premier une approche bimultilingue ou biplurilingue, le terme souvent utilisé, biplurilingue, pour l'enseignement en milieu urbain qui est hétérogène linguistiquement parlant et culturellement parlant. Donc, je reste fidèle à l'approche que j'ai proposée depuis 2010 et qui est, comme on va le constater, implicitement suivie par les chercheurs qui m'ont précédé. C'est-à-dire que si vous lisez un livre qui est paru dans le Popelka, vous allez constater que le livre est, le syllabaire par exemple, que ce soit le syllabaire Douala ou quel syllabaire, il est produit en langue maternelle, mais à la fin, vous avez toute la traduction, aussi bien du contenu que des exercices. Donc, vous avez une traduction en français ou en anglais selon la langue majoritaire de la région. Donc, vous voyez que ce bilinguisme-là est toujours respecté parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui ne sont pas locutrices d'une langue, mais veulent l'apprendre. La méthode maintenant orale proposée par le professeur Jules Assoumou est une méthode qui correspond aux locuteurs déjà de la langue. On va constater que quand il n'y a pas de matériel didactique, et c'est dit dans son livre, quand il n'y a pas de matériel didactique, la méthode orale s'impose à travers les berceuses, à travers tous les aspects culturels, parce que ces derniers comprennent déjà cela. Et quand on aura une berceuse, de là, on va tirer le cours de langue. Donc, on part dans un monolinguisme, dans un système de monolinguisme, bien que on puisse utiliser cela dans la périphérie, mais il est assez difficile si on ne se focalise que sur ça, sur l'ELMO, de dire que c'est convenable totalement pour le milieu multilingue. Mais c'est utilisable en milieu multilingue si on y intègre un aspect qu'on ne peut plus contourner des premières grammaires, des premiers enseignements, des premières didactiques, c'est-à-dire la grammaire-traduction. On ne peut pas se défaire de la traduction pour que les uns et les autres comprennent ce qu'ils apprennent, puissent pratiquer ce qu'ils apprennent. D'accord. Et aujourd'hui, sur le plan de la politique linguistique au Cameroun, si je me limite au Cameroun, qu'est-ce qui est valorisé? Est-ce que ce que vous dites est entendu par les décideurs politiques? Est-ce qu'ils les tiennent en compte dans leur programmation pour ce qui est des enseignements dans les lycées, en milieu multilingue ou monolingue? Est-ce que c'est pris en compte? Je ne saurais répondre totalement par la négative ou par l'affirmative. Parce que là, maintenant, c'est prescrit qu'on va enseigner la phonétique en sixième. On va enseigner la morphosyntaxe, mais on n'a pas dit dans quelle langue. Parce qu'on suppose que c'est la langue de l'apprenant. C'est pour ça qu'on parle de la gestion de langue dans la salle de classe. Ce qui a entraîné, donc, c'est cet aspect de biplurilinguisme souvent. Mais quand on arrive, si vous arrivez au lycée Leclerc, par exemple, vous allez constater que l'enseignante utilise beaucoup plus le français. Et il y a de temps en temps où les Wundo apparaît, mais dans des éléments culturels comme le chant et tout. Or, il faudrait qu'on voit les Wundo apparaître également, effectivement, dans les cours, même si c'est la phonétique. Et quand on enseigne la phonétique, on l'enseigne comme on enseignerait la phonétique pour le français, l'anglais et autres. Or, on devrait insister sur une langue ou sur les langues. C'est pour ça que c'est la phonétique de manière générale. Donc, il y a ces petits détails qui peuvent rendre difficile l'enseignement par moment des langues et cultures camerounaises. Mais il y a des efforts louables pour la construction des matériaux qui permettent justement l'apprentissage des langues de manière générale. Et en quatrième, il y a un focus sur une langue. Et ça, il respecte un peu l'évolution d'une forme de trilinguisme. OK.
Aujourd'hui aussi, alors peut-être c'est ma dernière, je vais laisser aussi le soin aux autres participants de poser des questions. Aujourd'hui, on a constaté que peut-être le problème que l'on va rencontrer le plus, c'est aussi la production du matériel didactique, justement, qui va servir à l'enseignement. Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui euh, qui est assez général ou qui est vraiment pris en main par les ministères en charge de l'éducation ou même les différents départements de l'ENS? Est-ce que aujourd'hui il y a une coordination nationale ou une politique globale de gestion de ces ressources didactiques-là pour mieux aider l'enseignant dans sa pratique d'enseignement? Oui, il y a. Le professeur Mba fait partie de cette commission où ils sont avec Diafea, le docteur Diafea, qui ont souvent la charge de participer dans l'élaboration du matériel didactique, l'actualisation du matériel didactique. Donc, il y a une commission qui a la charge au ministère, aussi bien, surtout au ministère de l'éducation, des enseignements secondaires, ce ministère-là a la charge justement de réviser les manuels. Mais qu'on n'oublie pas que les chercheurs peuvent aussi compléter la documentation parce qu'ils se focalisent sur l'enseignement, mais le grand domaine aujourd'hui pour les langues, c'est la documentation. C'est même pas aujourd'hui, ça date. Parce que les langues, on veut les enseigner. Mais par exemple, combien de livres de mathématiques avez-vous dans une langue? De mathématiques, pas de calcul. Combien de livres d'histoire avez-vous? Maintenant, on va venir sur la littérature. Combien de livres de contes avez-vous pour les enfants peut-être du primaire, pour intéresser ces jeunes à la lecture en langue africaine? Combien d'instruments numériques promouvant la lecture ou la documentation avons-nous? Ce n'est pas grand-chose par rapport à la multitude de documents existants dans d'autres langues. Donc, pour moi, le travail du ministère se focalise sur les classes 6e, 5e, 4e, qui sont les leurs où ils commencent l'enseignement, mais il faudrait un grand projet où il y aurait une construction. Nous, on veut faire ça là, c'était là, mais on va voir comment le faire avec l'ANACLA, où on forme des auteurs pour les contes, par exemple, en langue africaine, pour les proverbes en langue africaine. Donc, on aura ainsi renforcé la capacité littéraire des enfants, ce qui permet maintenant aujourd'hui d'ouvrir la porte au café littéraire dans les langues africaines ou dans les langues camerounaises déjà. Donc, il faudrait qu'on regarde ce domaine de documentation. Et c'est pour ça que je dis, la plateforme TELAN devrait être accessible pour les établissements. Comme la plateforme ACTELA, il suffit de cliquer et vous avez le dictionnaire qui se met devant vous avec la prononciation orale. C'est ça qu'il faudrait à terme avoir avec les plateformes existantes comme la vôtre. Parce que les autres disent être fonctionnels, mais vous verrez qu'à la fin, il faut toujours une certaine somme d'argent ou certaines restrictions qui empêchent les parents et les enfants d'accéder à la plateforme. Il y a deux personnes qui ont levé la main. C'est vous qui continuez la modération, M. Boni. Oui, oui, tout à fait. Alors Cyril, on te laisse C'est docteur poser ta Elisabeth. Ok, question. merci. Merci, Monsieur Boni. Et je voudrais tout d'abord remercier le professeur Julia Djiblou pour cette magnifique présentation que j'ai adorée. C'est un sujet qui nous passionne tous. Et quand c'est la passion, on peut y aller à tout vent et puis poser même des questions que peut-être parfois on juge peut-être pas nécessaires ou peut-être qu'on a déjà eu certains éléments de réponse. Mais je vais quand même la poser. Donc, j'ai plusieurs interrogations. Si vous me permettez de poser une par une et permettre au professeur de réagir, et ça me ferait plaisir. OK. Merci, professeur, encore pour votre présentation. Cette question de langue, qu'on ne cessera jamais d'interroger, moi, je vais interroger le recrutement, le profil à l'entrée au niveau de l'école normale.
Nous savons tous que, voilà, en ce qui concerne les langues, lorsqu'on veut recruter à l'école normale, plus précisément, des futurs enseignants, des élèves professeurs, ceux qu'on recrute en allemand, ils sont évalués en allemand. Ceux qu'on recrute en espagnol sont évalués en espagnol. Pourquoi ceux qu'on recrute en langue africaine ou en langue camerounaise sont évalués en français? Pourquoi n'est-il pas là d'où le problème commence? Voilà. Ceux qui sont recrutés en langue et culture camerounaise au Cameroun sont évalués à l'écrit en français ou en anglais parce que justement, le Cameroun n'a pas encore autorisé l'utilisation d'autres langues. Un. Deux, il manque de suffisamment de correcteurs. Parce que si on interroge dans une langue à l'écrit, on ne sait pas combien de personnes viendront déjà, quelles sont les langues qui seront représentées sur les 246 selon Dieu et Renaud, ou les 281 selon Bichakodi avec le cerf d'Otola. Et donc, vous verrez qu'il est impossible de prédire les langues qui vont être là pour l'examen. Mais à l'oral, il y a un aspect qui est toujours inclus, c'est-à-dire la personne à l'oral devrait être capable de s'exprimer dans sa langue maternelle. Je crois que ça, c'est évalué à l'oral. Et donc, si les enseignants viennent et ne posent pas cette question à l'oral, là, ça dépend du jury. Mais c'est exigé quand même que les personnes puissent exprimer leurs aptitudes en matière de communication orale en langue maternelle. Toutefois, même si c'est réussi à l'écrit et qu'on a des correcteurs, mais que la personne est assez timide et ne voudrait pas s'exprimer dans sa langue maternelle devant plusieurs élèves, qui viendra le faire? Donc, là, c'est une véritable problématique là, que vous soulevez, puisque vous êtes enseignant au département de langue africaine et de langue et culture camerounaise à l'école normale. Oui. Et puis, vous avez des classes où plusieurs de vos apprenants ne savent même pas déjà communiquer oralement dans leur langue. Et là, je pense qu'en 3 ans, ils pourront être en mesure de communiquer dans leur langue et pouvoir enseigner cette langue-là. Ils peuvent le faire en 3 ans. Puisque... Est-ce qu'ils seront en mesure, juste à travers les ateliers d'auto-alphabétisation, être en mesure, puisque les ateliers ne couvrent pas, si on totalise tous les ateliers, première, deuxième, peut-être troisième année, je ne pense pas que c'est suffisant pour un cours complet d'un programme de langue, pour maîtriser la grammaire de la langue. Pour maîtriser la grammaire de la langue, d'une langue camerounaise, il n'y a pas que les cours d'auto-alphabétisation qui sont partie prenante. Il y a également les cours de construction des matériaux didactiques. Il y a également les cours de didactique en utilisant les plateformes, comme ce que vous-même, vous avez participé à la construction des cours. Donc, on ne construit pas la compétence d'une langue par une seule matière, mais avec l'association de plusieurs disciplines. 1. 2. En 3 ans, nous, on a eu un cours en 1 an qui nous a permis de parler nos langues. C'était en 1 an, c'était le cours d'auto-alphabétisation. Donc, ça dépend de la volonté de chacun de vouloir apprendre sa langue. Et en 1 an, on nous a demandé de collecter, je le dis toujours comme une petite histoire, c'est de collecter 2000 mots pour Sassa Dembo Etienne en 2 semaines et de venir restituer cela écrit phonétiquement. Et que chacun de nous devrait prononcer ces mots-là. Imaginez-vous ce travail pendant les vacances, juste 2 semaines. Mais en 2 semaines, j'ai pu parler parce que ça m'a permis de savoir transcrire, de savoir écouter et de faire la différence entre les tons. Ce travail que les jeunes refusent aujourd'hui, qu'ils trouvent un travail ardu,
est un travail qui est pertinent pour l'apprentissage de la langue. D'une langue, de notre langue ou de la langue de l'autre. Maintenant, dans ces travaux, il y a maintenant, c'est votre langue. Donc, on va vous apprendre la grammaire. La grammaire, là, va constituer une conjugaison, concordance de temps et accord dans les phrases. Et vous allez constater que dès qu'ils ont fait de la morphologie et qu'ils ont compris cette morphologie-là, ils peuvent faire de la morphosyntaxe. Donc, normalement, les cours sont capables de remplir ces gaps-là, ces carences-là, si l'élève, l'apprenant est volontaire. Mais toutefois, quel est le suivi? Est-ce qu'il y a un suivi qui montre que les enseignants, les élèves professeurs ont produit ces compétences-là? Quelle est la qualité de l'évaluation? Ça, c'est à interroger également. Est-ce qu'on l'interroge pour connaître les compétences de ces derniers? Est-ce qu'on l'interroge pour regarder les aptitudes ou on interroge juste pour donner des notes de fin d'année? Ça, c'est la première des questions et c'est pour ça que je dis qu'il faut revenir à l'AGLC qui permet d'intégrer les pratiques. Et ces pratiques sont à même de garantir une bonne formation et un étudiant qui est capable de répondre un étudiant qui est capable de répondre aux besoins de ses élèves. Et le programme se focalise sur l'alphabet. Vous voyez que déjà même le programme de 6e ne permet pas à ce que ces derniers soient encouragés à produire plus que ce qu'ils peuvent. Puisque tout est en cohérence. Ok, merci, professeur. Et ne pensez-vous pas que, étant donné qu'il n'y a pas de clause qui je vais dire ça comment, qui ne contraint pas, il n'y a pas une contrainte. Donc, un élève professeur qui entre à l'école normale, même s'il s'en fout des cours d'atelier et autres là, à la sortie, il sait qu'au bout de ces 3 ans, s'il cumule le nombre de points qui lui permet d'avoir la moyenne, il va sortir. Même sans avoir une compétence linguistique avérée dans sa langue. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait peut-être mettre une clause respective pour évaluer effectivement les compétences linguistiques des élèves professeurs à la sortie, pour véritablement s'assurer que voilà, les objectifs ont été atteints au niveau de la compétence linguistique et qu'il est apte à pouvoir utiliser sa propre langue peut-être pour enseigner et peut-être voir dans cette mesure si cela est possible. Moi, je trouve que ce serait une clause intéressante, mais à débattre avec les autorités des universités. Et vous savez que c'est sur le terrain qu'on pose ces questions-là. C'est sur le terrain, avec les examens pédagogiques, qu'on évalue tout ça. Donc, ça devrait déjà être sur le terrain pendant les examens pédagogiques, où un focus devait être mis sur ces compétences aussi bien linguistiques que culturelles. Merci. Il y a le docteur Elisabeth Jancho qui a baissé sa main. Oui. Si je peux poser si vous permettez encore, monsieur. Alors, malheureusement, on a Cyril. on n'a plus beaucoup de temps. Merci, Cyril. Alors, on va laisser la main à docteur Elisabeth Ndoncho pour sa question. Oui, merci de m'avoir passé la parole. Merci, professeur, pour cette présentation très enrichissante et bonjour à tous. Bon, ma question porte sur la terminologie approche inclusive. Vous avez parlé de l'approche inclusive tout à l'heure et vous avez mentionné les aveugles. Donc, ça m'a fait penser… Les malvoyants. Les malvoyants, ok, merci. Vous avez parlé des malvoyants qui avaient justement également le besoin d'avoir accès à la documentation. Donc, cet aspect me fait penser à un cas qu'on rencontre généralement dans des grandes villes comme Yaoundé, qui est un contexte multilingue, où on a plusieurs apprenants qui viennent des familles qui ne parlent aucune langue, dont les parents ne parlent aucune langue maternelle, du moins, non pas une compétence suffisante dans leur langue maternelle. Et cela rend les enfants assez frustrés
parce que lorsqu'ils rentrent à la maison, ils doivent faire leurs exercices. Ils se rapprochent de leurs parents. Les parents leur disent simplement, je ne sais pas comment dire tel mot, je ne sais pas comment dire tel autre mot. Donc, justement, ma question est de savoir ce qu'il faut faire, quelle est l'approche adéquate qui permettrait d'inclure également ceux que je considère un peu comme des handicapés, ces élèves-là, parce qu'ils n'ont pas de background justement culturel ou linguistique qui pourront leur permettre de s'intégrer aisément au cours de langue maternelle. Merci. Je vous remercie. C'est une autre forme d'inclusion très nouvelle. C'est pas un handicap de ne pas, c'est être un analphabète dans sa langue maternelle. Et donc, c'est que moi, je vais prendre mon expérience. Quand je suis partie en 2007 sur le terrain, dans les établissements primaires, quand vous demandez, par exemple, c'était là à l'école du centre administratif, quand vous demandez aux enfants de CP de vous donner la langue, qu'est-ce que vous constatez? Quand il ne connaît pas, il a la langue de son camarade de classe. Donc, ce qui signifie que l'enfant n'est pas obligé de venir répondre avec sa propre langue. Il peut demander à son camarade. Son camarade a une réponse. Et donc, vous prenez le lexique de son camarade, surtout si c'est son camarade de banc ou de rangée, et vous verrez que vous lui donnez ce lexique-là, parce que la formation, ce n'est pas pour former dans une langue précise, ce n'est pas pour leur dire que vous serez tous compétents dans vos langues maternelles. L'objectif de l'enseignement des langues et cultures camerounaises n'est donc pas cela, c'est d'être compétent dans une langue camerounaise. Une langue camerounaise. Et ça, moi, j'aime cette idée pour cet adagio. Et donc, si c'est une langue camerounaise, la langue de l'enseignant peut servir de bassin. Si les parents n'ont pas répondu, vous donnez une réponse qu'ils vont partir répéter à leurs parents et les parents vont écouter une autre langue et ça va sensibiliser même les parents au fait que l'identité qu'ils véhiculent à leurs enfants est la mauvaise identité. On peut développer plusieurs identités, c'est-à-dire qu'une identité francophone ou francophile, une identité germanophone, mais une identité aussi camerounaise. Ça n'empêche pas que cet enfant s'épanouisse. Et donc, le développement de l'identité passe par la collaboration parents-enseignants. Et donc, si le parent ne réussit pas, il faudrait maintenant que l'enseignant renvoie, et c'est pour ça que je parle de documentation, renvoie donc les mots-là aux élèves, parce qu'il a quand même une base. C'est son propre lexique qui est dans une langue ou dans des langues données. Donc, il peut déjà également fournir cela aux enfants qui auront la tâche maintenant de s'approprier ce lexique-là. Au-delà, maintenant, commencer à construire des phrases. Et ça, c'est ce que nous, on a eu avec l'apprentissage de la langue douala. Quand on nous donnait des devoirs en douala, en première année, mais nos parents ne parlaient pas douala. Ce qu'on apprenait, c'était en salle de classe, mais je suis partie dans des stages de douala et j'ai eu les meilleures notes parce que celui qui ne parle pas a plus de capacité à apprendre la grammaire, à apprendre le lexique, à apprendre réellement la langue que celui qui croit déjà connaître la langue. Donc, il ne faudrait pas oublier que ces personnes ont des capacités préliminaires qui les prédisposent également à apprendre une grammaire d'une langue, à apprendre le lexique. Et dans ce lexique-là, le lexique que vous avez doit déjà être mis à disposition des élèves de manière progressive pour que ceux qui n'ont pas des parents compétents rentrent à la maison sensibiliser leurs propres parents. Et à chaque fois, vous dites, le devoir est à faire avec ses parents. Vous verrez qu'ils seront fatigués et voudront maintenant parler leur propre langue, qu'ils seront obligés de chercher des centres, et c'est pour cela qu'il nous faudrait plus tard des centres pilotes à Yaoundé, à Douala, dans les grandes villes d'apprentissage des langues africaines. Il y avait une autre question ou Oui, je n'ai pas... il y avait une autre question de Madame Motio Simon. Peut-être qu'elle s'est déconnectée. Ah non, le micro est coupé. Hein, son micro est coupé. Alors, c'est bon, je pense qu'elle est activée. Votre micro est à nouveau coupé. Donc. Docteur Bon, Motio. oui, bonjour professeur.
Bonjour, Bonjour docteur. à tous et merci beaucoup pour cette présentation, ce travail enrichissant qui nous édifie encore davantage en ce qui concerne l'enseignement des langues et cultures nationales. Je voudrais juste ajouter un élément à ce que vous avez dit au sujet de la question de M. Sanders Cyril. Nous avons des comités de langue, surtout les langues, je peux dire standards, ont des comités de langue où les apprenants à l'école normale peuvent se rapprocher de leur comité de langue afin de renforcer leurs compétences, l'acquisition et apprentissage de leur langue maternelle. Et moi, par exemple, c'est notre comité de langue qui m'a aidé à m'améliorer. Parce que moi, je n'étais pas très... Lorsque je commençais, je ne connaissais pas tellement la langue. C'est où je me suis un peu améliorée dans l'acquisition de la langue. Donc, je voulais juste apporter cet apport-là, la présence des comités de langue et qui ont besoin de nous, les jeunes, pour essayer d'être redynamisés. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. Mais vous savez que les comités de langue n'ont pas les sièges dans la NACLAC, c'est-à-dire qu'il faut se rendre dans les régions d'origine. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, la difficulté pour un normalien, c'est d'interrompre ses cours pendant les activités de classe et de se rendre auprès de ces personnes-là. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut comme il y a des académies, parce que je crois qu'on avait changé le nom, on a dit qu'on dit plus comité de langue, mais académie de langue, et que ces académies de langue devraient avoir des représentants justement à la NACLAC, de manière à ce qu'il y ait un jour où des personnes peuvent être réunies dans un workshop, comme c'est qu'on va redynamiser tout cela, mais il faudrait qu'il y ait des représentants capables d'être présents ne serait-ce qu'une fois par semaine à la NACLAC et être joignables sur place à Yaoundé pour collaborer. Si on demande à un enfant qui n'arrive même pas à payer son transport, n'arrive pas à manger toute la journée, de se rendre dans son village pendant l'année ou pendant le week-end pour développer ses compétences, ce serait difficile. Mais pendant les vacances, les académies de langue pourraient fonctionner, organiser des cours de vacances comme cela se fait dans certaines autres académies. Mais il faut vraiment que les étudiants, les élèves professeurs, il ne faut pas lancer la pierre qu'aux élèves professeurs. Il faut penser comme au docteur Elisabeth Jancho, aux parents qui également sont réfractaires par moment même toujours à l'enseignement des langues camerounaises. Et c'est pour ça que certains, même on a lancé le concours, le concours qu'on a lancé sur l'écriture et le dessin multilingue. Vous verrez que des parents viennent nous dire en background que, excusez-nous, on peut produire que des contes en français ou en anglais, mais la langue maternelle, c'est impossible. On leur dit, mais on ne vous a même pas demandé d'écrire, d'utiliser l'AGS ou une écriture, écrivez comme vous voulez, mais que ce soit de la langue maternelle, parce que l'enfant aura le devoir de restituer cette langue maternelle-là devant le public. Ils disent, si c'est ça, c'est impossible. Donc, on a déjà perdu de l'eau. Donc, il faut sensibiliser les gens à travers justement ce type de concours, ce type d'atelier que le président de TEDLAN soutient. Et donc, on pourra toujours avancer un peu plus vite, un peu plus loin, parce que des cours sont proposés, mais il faut vraiment le soutien des académies, comme vous dites. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être qu'elle voulait réagir. Alors, je ne sais pas. Alors, Cyril, peut-être. Cyril, est-ce qu'il y a La d'autres dernière questions? Ok, merci. Merci de me passer la parole une fois de plus. Je vais poser une dernière question concernant le matériel didactique. Aujourd'hui, nous constatons qu'on a, je ne sais pas, qu'on a essayé d'introduire les langues par la tête, non par les pieds. On a commencé à faire les choses autrement.
on aurait dû peut-être commencer par l'école primaire ou la maternelle. On a commencé par le secondaire. Mais là, je pense qu'on est en train de résoudre ce problème. Mais il y a également une autre difficulté qui se pose aujourd'hui, c'est que l'enseignement des langues au niveau du secondaire, plus particulièrement, est déjà à un certain niveau. Il y a un stade qu'on félicite déjà avec l'introduction de cette matière-là comme épreuve facultative dans les examens de BEPC et de probatoire. Donc, il y a déjà des épreuves de langue et culture nationale, des langues à part et des cultures nationales dans ces examens. Mais il y a toujours un problème. Il n'y a pas jusqu'à date, même les programmes des manuels scolaires de cette année, il n'y a pas de manuel pour les langues et des manuels pour les cultures nationales. Je ne sais pas si le professeur pourrait avoir quelque chose à dire là par rapport à cela. Qu'est-ce qui freine cela? Alors, une réponse en 30 secondes, puisqu'il ne nous reste plus de temps. Juste pour dire qu'il pose la question à la mauvaise personne. Parce que je ne pourrais pas le dire, je ne suis pas dans le comité. Vous savez que je suis généralement assez libre, un électron assez libre, donc je n'appartiens pas à ce comité-là, même si je peux être consultée, mais il faudrait envisager cela. Je crois qu'il y a le coût de production également qui rentre souvent en jeu et les experts également pour développer uniquement le volet langue. Parce qu'il y a eu longtemps, pendant très longtemps, les gens ont toujours voulu mêler langue et culture comme étant un seul élément, que la culture est véhiculée par la langue et la langue symbolise la culture. Et donc, on a oublié que les objectifs d'enseignement de la langue sont différents des objectifs d'enseignement de la culture. Et c'est à cela qu'il faudrait revenir. Il faut faire des ateliers qui renforcent cela pour qu'on puisse justement avoir des éléments séparés. Et c'est par nous qui sommes ici présents qu'on devrait commencer cette construction-là. Nous devons nous-mêmes commencer cette construction-là. Merci beaucoup. Alors, on arrive au terme de cette session. Moi, j'aimerais conclure en disant qu'effectivement, je pense qu'il y a aujourd'hui plusieurs enjeux. On les a un peu parcourus. Mais les prochains, je pense aussi, sera la collaboration. Finalement, comment l'ensemble de ces compétences-là se mettent ensemble pour construire quelque chose d'utile à la fois pour les enseignants et aussi pour les apprenants. Bien sûr, ça passe par la construction de plateformes collaboratives, des plateformes open source. Ça passe aussi par la création des forums de discussion, d'échange pour permettre à ces différents experts de co-construire des choses. Je pense que nous sommes dans cette dynamique et j'espère que dans les prochains mois, on pourra, pourquoi pas avec les participants, créer quelque chose qui puisse au moins aider ces experts-là à améliorer cette situation que nous avons pu décrire. En tout cas, je remercie professeur Dimno pour votre présentation et surtout pour avoir accepté de nous accorder de votre temps. Je sais bien que ce n'est pas évident. Et je remercie aussi l'ensemble des participants pour ceux qui ont pu se libérer. Et on se retrouvera certainement le mois prochain sur un autre sujet, mais cette fois-ci un peu plus technique et technologique, toujours sur les langues et les cultures. Et nous vous ferons part, bien sûr, de l'intervenant. Merci à tous et bon après-midi. Bon après-midi à vous. Merci beaucoup. Merci.